Bonsoir, il est 19h50, tout de suite les titres. À la une ce soir, une bévue de la police municipale coûte la vie à 2 personnes à Yaoundé. C'est à la suite d'une altercation entre des agents de la mairie et des conducteurs de mototaxi. Le 19h50 vous fait vivre le film de ce drame. Toiture arrachée, arbres déracinés, c'est le visage défiguré du quartier d'Eido à Douala ce matin, à la suite des fortes pluies qui se sont abattues hier dans la métropole économique. Nous parlerons également de cette plateforme qui réunit entrepreneurs et investisseurs. Il s'agit de la Cameroun Investment Forum. La 4e édition ouverte ce jour à Douala a donné matière à réflexion, notamment sur la protection du label Made in Cameroun et l'attrait des investisseurs aux filières agricoles et halieutiques. Voilà pour les titres. Deux morts dans une altercation entre mototaximens et agents de la police municipale de la commune de Yaoundé 1er. La situation s'est ensuite embrasée. Une foule immense partie du lieu de l'accident pour venger les morts à la mairie. Pendant des heures, la circulation a été impossible sur l'axe principal qui dessert la sortie du sud de la capitale. Il a fallu une intervention musclée des forces de maintien de l'ordre pour rétablir le flux. Le film de cette journée tumultueuse de mercredi dans ce reportage signé Arnaud Gueffac et Constant Camia. Surexcité, réaction spontanée de la foule devant la mort. Nous sommes au quartier Tongolo à Yaoundé, lieu d'arse présidentielle. Sur la scène de l'horreur, un camion immobilisé, une moto couchée et 2 corps sur le carreau. À l'origine, raconte-t-on, une chasse à moto par les agents de la police municipale de Yaoundé 1er. Les gars s'y sont passés et les gars de la mairie se sont mis à aller poursuivre. Maintenant, arrêter le derrière de la moto. Maintenant, c'est à ce moment-là que le camion venait. Il a balancé la moto. Comme ça, vous pouvez passer sur le coco. Le conducteur de la moto et son passager décèdent sur le champ. Le maire, sollicité, se refuse de tout commentaire et préfère à la fourrière municipale. Bien d'abord, à ce point, il n'y a pas un poste de contrôle là. Les gars font le contrôle au niveau de la visite technique. Ce garçon qui a l'accident sortait du passeport et il a traversé, en traversant où il traverse le gazon là, il a percuté le camion. Donc ça ne pourrait être une action des agents communaux qui étaient loin à la visite technique et du lieu de l'accident. Version rejetée par ce témoin oculaire. Sa narration pointe du doigt un agent de la police municipale. Un gars de la mairie, il sort de nulle part. Il a le guidon. Il sort de la moto. Et poursuivez les gars. Il était derrière un taxi. Le gars se fout, il se fout la moto. C'est pour ça le gars entre dans le roue du camion. Et il se met à fuir. En quelques minutes, la mobilisation est impressionnante. L'axe bloqué, la circulation interrompue, les corps presque confisqués. Le préfet du Foundi arrive en cascade. Ses premiers mots sont sans pitié pour la police municipale. Cette affaire-là, on en a marre, c'est trop. Il tente l'apaisement. Deux Camerounais innocents qui sont partis de leur maison le matin pour chercher leur gagne-pain. Alors, ils ne sont pas sortis pour mourir. Et le premier rapport que j'ai, c'est qu'ils ont été interpellés par des agents. Et je vais vous dire que cela se... Le préfet obtient l'enlèvement des corps pour la morgue, mais la calmie est encore lointaine. La foule se déporte vers la mairie, la route barricadée. Les forces de maintien de l'ordre débordées s'organisent pour encadrer. Les renforts viennent de toutes parts. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre arrive dans un climat tendu. Sa tentative de négociation pour le rétablissement
de la circulation est vaine. Et il faut agir. Le dispositif d'action est vite constitué. Le commandant de Légion lui-même en première ligne. En quelques minutes, les barricades sont levées, la foule dispersée. Circulation rétablie vers 14 h. Fin du tumulte. Le héros, c'est lui. Appelez le camarade qui a marché là, qui dégage là-bas. Et à Douala, réveil difficile pour les habitants du quartier d'Eido. Ce matin, ils ont découvert toiture de la maison arrachée, arbres déracinés. À l'origine de ce décor, la forte pluie qui s'est abattue dans la métropole économique hier nuit. On voit cela dans ce reportage de Junior Roussin et Lionel Chofo. Spectacle désolant ce matin au quartier d'Eido à Douala. Je dormais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment les taux s'envolaient. C'est l'effet sauvage des vents violents accompagnés de fortes pluies qui se sont abattus dans la nuit du mardi 16 avril 2024. C'est même la toiture de la chambre clairement qui a sauté, ça s'est retrouvé loin là-bas de l'autre côté. Tout était mouillé dans tous les sens. Même tous mes chaises sont mouillées, tout. Moi, je m'ai pleuré. Je suis dehors. Il n'y a pas que des toitures arrachées, il y a aussi des murs renversés, des arbres déracinés et des poteaux électriques tombés sur la route, renseignant le spectateur du niveau de violence des intempéries. Tout le temps, je regarde la météo sur mon téléphone. Bon, ça annonçait qu'il devait pleuvoir, mais pas ce genre d'orage qui s'est passé. Deux vents se sont rencontrés. De la gauche, un vent tourbillonnant qui venait forcément du Bourré, et l'autre qui venait du côté d'Aquanor. Donc, qui se sont rencontrés. Je crois que c'était les vents froids et les vents chauds. À ce moment où il y a eu cette explosion, c'est-à-dire que c'est ces toits qui se sont soulevés. Les dégâts de cet orage sont importants. Aucune perte en vie humaine cependant, mais de nombreux biens abîmés. Au lendemain de ce désastre nocturne, la plupart des victimes se retrouvent sans abri. Le gouvernement camerounais a interdit la commercialisation des services de Starlink au Cameroun pour cause le non-respect de la réglementation en vigueur. L'entreprise américaine spécialisée dans la fourniture des services Internet via l'utilisation de satellites interrompt donc ses activités d'ici le 30 avril prochain. Une décision critiquée par les experts en technologie. Reportage Titi Freeman et Ludovic Gomsi. Le service Internet par satellite Starlink d'Elon Musk sera interrompu d'ici la fin du mois d'avril 2024 au Cameroun. Ceci en raison du manque d'autorisation officielle pour opérer dans le pays. Cette décision fait suite à une réunion tenue par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libon-Liliquin. La membre du gouvernement a demandé à la compagnie d'arrêter la commercialisation de ses services au Cameroun et de bloquer les utilisateurs locaux. Une interruption critiquée sur le réseau social X par Rebecca Enonchon, experte en technologie basée aux États-Unis et au Cameroun. Si le gouvernement se souciait de la sécurité des consommateurs auprès des fournisseurs d'accès à Internet indépendants, il interdirait les bars, l'alcool, les cigarettes, les paris et bien d'autres produits qui ont un effet plus délétère sur les consommateurs. L'entreprise crée des liens directs avec les consommateurs, un mode opératoire qui n'est pas soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun. L'experte en technologie pense que le gouvernement camerounais s'inquiète plutôt de Starlink en raison de sa simplicité, de sa fiabilité et de ses prix bon marché. La seule sécurité qui préoccupe le gouvernement est la leur. Ils veulent continuer à avoir un contrôle total sur Internet et se déconnecter à volonté comme ils l'ont fait en 2017 dans le nord-ouest et le sud-ouest pendant 93 jours. Il existe des solutions rapides. Ce sont des problèmes politiques et non techniques. L'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la République démocratique du Congo et le Botswana vont eux aussi subir l'interruption des services de cette société américaine spécialisée dans la fourniture des services Internet via l'utilisation du satellite. Parlons santé à présent et de l'hémophilie, maladie héréditaire qui touche près de 300 patients au Cameroun, donné largement en deçà de la situation réelle à cause de la stigmatisation dont sont victimes les malades. Le suivi sanitaire est prescrit pour mieux vivre avec cette affection, pour le moment inguérissable. Karel Mezatiachouya, Samuel Evakissé. Serge Désiré Takou accepte volontiers de venir vers nous. Il nous raconte son histoire, celle d'un homme aujourd'hui âgé de 46 ans, atteint d'hémophilie détectée lors de sa circoncision
2 semaines après sa naissance. Depuis lors, sa vie n'est pas facile, affectée par le regard et surtout le rejet de certains. On jetait le dévolu sur mes parents, beaucoup plus ma femme maman, qui me portait sur le dos quand il fallait aller n'importe où. Bon, elle en est morte aujourd'hui, mais j'ai compris que c'était un problème de sang. Aujourd'hui, je fais avec. Un problème de sang que cet époux et père de plusieurs enfants combat tous les jours. Sa priorité, défendre les intérêts de patients hémophiles comme lui. Près de 300 recensés au Cameroun. Les facteurs de cette maladie hémorragique génétique, due à l'absence totale ou partielle de coagulation, varient en fonction de la forme. L'hémophilie la plus fréquente, c'est celle due au déficit en facteur 8, qui représente à peu près 80 à 85% de la maladie. Pour ce qui est de l'hémophilie B, vous allez avoir à peu près 20%. Et pour l'hémophilie C, qui est donc le déficit en facteur 10, vous allez avoir à peu près 1 à 2%. Ça se manifeste à 1 an ailleurs et un peu plus tôt au Cameroun. Signal d'alerte, l'arrêt lent ou pas de saignement selon le niveau d'évolution de la maladie. Vous avez des personnes qui n'ont pas du tout de facteurs, qui sont dans des hémophilie sévère. Après, vous avez ceux qui ont une hémophilie modérée, c'est-à-dire qui vont saigner, mais où ça va s'arrêter. Et vous avez des personnes qui ont une hémophilie qu'on appelle minime. Les femmes ne font pas la maladie, mais sont porteuses et peuvent la transmettre à leurs fils. Les hommes sont les principales victimes, même s'il y a quelques rares cas du sexe opposé. Vous avez par exemple les filles qui sont XX. Si un X porte la maladie, la femme va seulement être porteuse. Mais quand elle va transmettre le X à son fils et que le fils a l'autre Y, le X va se manifester et va donc donner l'hémophilie. S'agissant du volet prise en charge, c'est gratuit, avons-nous appris. Le 237 bénéficie de l'accompagnement de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Les médicaments sont disponibles dans 3 structures hospitalières, dont le centre mère, logé au CHU à Yaoundé, avec environ 240 malades. Nous comptons augmenter le nombre de centres de prise en charge. Autre élément prescrit, la sensibilisation. Il faut l'intensifier. C'est d'ailleurs l'objet du symposium organisé ce 17 avril dans la cité capitale à l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie. Et le besoin de sang demeure inférieur à la demande au Cameroun. Seulement près de 40% des 400 000 poches nécessaires ont été collectées en 2023, ce qui signifie qu'environ 60% de personnes décèdent faute de sang. Le Centre national de transfusion sanguine a trouvé des donneurs volontaires au contrôle supérieur de l'État. Les précisions une fois de plus avec Karen Mezatachouya et Raoul Ngoufo. Les allocutions ici prononcées mettent un point d'honneur sur l'importance de donner un peu de son sang pour sauver des vies. Tout donneur éligible ici, appelé à se prêter à l'exercice. C'est ce message que sont venus transmettre les responsables du Centre national de transfusion sanguine au personnel du contrôle supérieur de l'État. C'est une geste qui va inspirer beaucoup. Non seulement ça inspire beaucoup, mais ça va aider à ce que les gens soient bien informés sur le don de sang, et ceux qui avaient des soucis, ceux qui étaient mal informés même, c'est une opportunité de clarifier tous ces doutes et ça va promouvoir le don de sang. Retour positif. L'assistance avec en tête le ministre délégué à la présidence, chargé du contrôle supérieur de l'État, mesure l'importance d'une telle action. Vous-même, vous avez suivi comment notre chef de l'État, le président Paul Biya, prêche de la santé pour tout le monde. Et nous savons que le sang est très important. Et quand on donne le don de sang, c'est pour sauver une vie, ou bien sauver de plusieurs vies même. C'est dans cet espace aménagé au contrôle supérieur de l'État que seront collectées des poches de sang. L'urgence de combler le déficit se fait sentir. Le pays a besoin de 400 000 poches par an. Seulement près de 40% ont été collectés l'année dernière. Autre chose, la coalition des mouvements de soutien du candidat Amadou Ba célèbre Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, malgré la défaite de leur candidat lors du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. Ils se sont mobilisés cet après-midi à Yaoundé. Des vœux de succès, de sagesse et de prospérité, entre autres souhaités au chef de l'État de 44 ans. Quelques clichés forts avec Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Comme on fait la fête chez les Sénégalais du Cameroun, réunis sous la bannière de la coalition des mouvements de soutien du candidat Amadou Ba au Cameroun, ces fils de la Teranga célèbrent le nouvel homme fort de leur pays.
Bassirou Diomaye Faye, 44 ans, s'est démarqué lors du scrutin du 24 mars dernier de ses nombreux adversaires au rang desquels Amadou Ba, le candidat du parti de Macky Sall. Ses concitoyens, bien qu'étant de l'opposition, célèbrent sa victoire. On lui souhaite tout le bonheur du monde. On sait quand même que c'est un jeune très courageux. Ouais, donc on lui félicite, on lui dit du courage aussi. On dit que Dieu lui donne la volonté de pouvoir gouverner tout le Sénégal, parce que ce n'est plus le président d'un parti, c'est le président de la République du Sénégal entier. Oui, on le souhaite bonne chance. Bon, qu'il a pris le pouvoir aussi, le pays, que ce soit bien stable. Ouais, on est derrière Amadou Ba. C'est le Sénégal qui gagne. Ces fils du Sénégal sont partis de plusieurs coins de la capitale ce 17 avril pour prendre part à cette célébration ici au quartier Ngousso à Yaoundé. Occasion également de battre le rappel des troupes pour les prochaines échéances électorales. Rien n'est encore perdu. Oui, qu'on continue toujours à soutenir notre candidat pendant les élections à venir, parce qu'il y a les élections locales, il y a aussi les législatives, tout ça là. On doit le soutenir pour qu'on puisse l'amener jusqu'au palais. On doit encore se reconfortifier pour aller noblement aux élections législatives pour gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Il y a l'élection, il y a les mairies, il y a les députations. Tout derrière Amadou Ba. Et comme pour chaque célébration, il y avait du riz sénégalais au menu. Les griots camerounais ont donné de la couleur avec en bonus des dédicaces. Et voici ce que prévoit le menu de la suite du 19h50. La 4e édition de la Cameroun Investment Forum, ouvert ce jour à Douala. Rendez-vous d'affaires qui voit la présence des investisseurs et entrepreneurs du secteur agricole et halieutique. Et on parlera également du festival Afro-Québec qui se prépare, un événement qui unit les artistes camerounais et ceux du Canada. On parlera aussi de la campagne présidentielle au Tchad. Vous écouterez l'un des candidats, Success Masra. La coopération bilatérale entre le Cameroun et la République centrafricaine dans le secteur de la formation se renforce. Confirmation à travers une signature de convention ce mercredi à Yaoundé entre le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature et le ministre d'État centrafricain en charge de la justice. Elle vise le renforcement des capacités des juges de compte de ce pays voisin. Daniel Anissé-Boudier, Luc Mvanda. En matière de formation des cadres d'administration, le Cameroun est une référence dans la sous-région. La République centrafricaine l'a compris depuis des années. La plupart de nos cadres centrafricains sont formés dans les grandes universités camerounaises et les grandes écoles. Le président et le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, a bien voulu renforcer la capacité des juges des comptes pour permettre d'assurer la reddition des comptes, la redevabilité et de mener à jamais la lutte contre l'impunité au niveau de la République centrafricaine. La convention est relative signée ce 17 avril 2024 à Yaoundé entre le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature et le ministre d'État centrafricain en charge de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Je voudrais vous rassurer modestement, monsieur le ministre d'État, que vous n'avez pas frappé à la mauvaise porte. Car l'ENAM fait de l'excellence professionnelle son leitmotiv. L'acte participe au rayonnement de l'ENAM dans la sous-région. Voyez-vous, on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. J'ai l'impression qu'il n'y a que nous-mêmes pour ne pas savoir l'importance de cet instrument que nous avons entre nos mains, l'ENAM. Après la République centrafricaine, ce sera au tour des comptables matières de la République du Gabon de venir s'abreuver à la source de l'ENAM. La coopération sous-régionale est en marche et se porte bien. Et c'est une initiative qui ouvre le champ des possibles pour les personnes handicapées intellectuelles. Cette formation qui s'achève ce 17 avril à Yaoundé a l'effet de donner à ces personnes souvent laissées pour compte les outils afin de leur permettre de connaître leurs droits et les défendre en tant que citoyens à part entière. Janice Kamga, Constant Kamga. J'ai découvert beaucoup d'ouverture. Lentement mais sûrement, Junior, handicapé intellectuel, s'affirme. Malgré ses troubles du cerveau, il prend conscience de ses droits et de son statut de citoyen.
Grâce à cette formation, il est désormais auto-représentant. Comme c'est des personnes qui ont des difficultés pour comprendre, pour apprendre et retenir et se comporter comme la société attend d'elles en fonction de leur âge, ce dont eux ils ont besoin, c'est l'accompagnement humain. 3 jours durant, un collège d'experts rompus à la tâche leur redonne confiance à eux et leurs proches. C'est au sein de groupes de discussion qu'ils reçoivent les outils au programme juridique. En ligne de mire, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée au Cameroun en 2006. L'idée est de former les personnes handicapées intellectuelles qui veulent se lancer soit dans la politique, qui veulent se lancer dans l'éducation. Il est important que la personne handicapée soit incluse dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays et soit surtout un citoyen à part entière. Conduite par l'ONG Sight Savers, cette rencontre de l'éveil entre dans le cadre du projet sur la citoyenneté et la participation politique des personnes vivant avec un handicap. Et la ville de Douala abrite depuis ce matin la 4e édition de la Cameroon Investment Forum. L'événement réunit des dizaines d'investisseurs venus des pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Ils sont à l'écoute de ces entrepreneurs qui se sont lancés dans le secteur agricole et halieutique à la recherche des financements pour booster leur production. Les précisions avec Aimé Catherine Mokouri et Henri Tina. Dans cette salle presque pleine, des acteurs du développement du secteur agricole au Cameroun. Ils sont en quête de financement pour accroître leur productivité. Parmi eux, des investisseurs venus de divers horizons, ici à la 4e édition de la Cameroon Business Forum, pour saisir la meilleure opportunité dans les filières riz, maïs, poisson, lait et palmiers à huile. Mais pour cela, les agriculteurs doivent avoir des garanties. Pour tous ces produits, pour que l'on puisse se produire, transformer, il faut de l'espace, il faut du terrain. Le problème foncier au Cameroun, il est connu. On en parle, on crie, on dit. Aujourd'hui, le titre foncier n'est pas une sécurité. Puisque le ministre est capable de vous enlever le titre foncier que vous avez du jour au lendemain. Le titre foncier est considéré comme le premier outil de garantie. L'État, qui dit être conscient des difficultés des agriculteurs à avoir accès au financement, pense que cette plateforme est idéale pour les aider. Le CIF, ainsi, marque un point d'ancrage pour la vie dans l'optique de réaliser cette politique dont l'enjeu est critique au développement économique de notre pays. Les conditions d'investissement étant globalement réunies et appelées à s'améliorer à la preuve des réformes, des faits et des difficultés, il est opportun dans ce contexte que les investisseurs puissent saisir les possibilités qui leur sont offertes dans le secteur aux filières prioritaires. Des actions qui visent à impulser l'import-substitution à travers des investissements structurants. Selon le président du GECAM, le Cameroun, c'est 265 milliards d'importations de riz et 200 milliards d'importations de poissons. Il est important d'actionner d'autres leviers qui vont booster la production et la valorisation industrielle. Investir au Cameroun, une initiative qui connaît 70% de taux de sinistralité en 5 ans, difficultés d'accès au financement, rudesse de la loi fiscale, politique foncière moins attractive et méthodes de transformation non encore modernes. Cependant, l'État reste confiant en ce qu'il accompagne les investisseurs étrangers et locaux. Les mesures prises jusqu'ici maintiennent le taux de croissance à moins de 5%. Monique Naoussi-Fosso et Henri Tinda ont pris le pouls de la situation en rencontrant quelques opérateurs économiques. Reportage. Des 12 000 tonnes de poissons produits de l'aquaculture au Cameroun, Dave Maniben dit en mettre 300 kg sur le marché tous les ans. Loin des 500 000 tonnes qui représentent le volume du besoin national. Comme bien d'autres dans le secteur, il fait face aux difficultés de financement.
Résultat, leurs poissons coûtent plus cher que ceux importés. Le coût de production est assez élevé. Là, les intrants de production sont importés. Et ce qui fait que dans le coût de production, dans les calculs et dans la pratique, on ne saurait être au même pied d'égalité que les produits importés. Déjà, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de grosses productions. C'est-à-dire, vous savez, plus vous produisez de grandes quantités, plus le coût de revient est bas. Siela Hilary est à la tête d'une coopérative qui produit du maïs à Idenao dans la région du sud-ouest. Les techniques de transformation leur font défaut. Nous sommes dans la production du maïs. Nous avons augmenté le volume de la production. Nous remarquons qu'il y a saturation sur le marché quand les récoltes sont abondantes partout. C'est un désavantage pour nous car nous ne faisons pas le chiffre escompté. Mais si nous avions la possibilité de le transformer, ça apporterait à ce maïs une valeur ajoutée. Que ce soit les problèmes de financement, de modernisation des pratiques ou de techniques de transformation des produits agricoles, les experts attribuent cet état de choses au déficit d'information des investisseurs. Le Cameroun est doté d'énormes potentiels en termes de facilitation pour les investisseurs. Les opérateurs, pour la plupart, ne prennent pas le temps de demander ce qu'il faut, ce qui est nécessaire et de remplir ces conditions pour pouvoir investir et réaliser leurs activités pleinement au Cameroun. Un argument appuyé par la loi de 2013 qui a vocation à promouvoir les investissements au Cameroun. Concurrence déloyale et utilisation abusive sont ce à quoi s'exposent les produits locaux lorsqu'ils ne sont pas enregistrés. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle tire la sonnette d'alarme et invite les producteurs à protéger le fruit de leurs efforts. C'est l'objet des travaux du colloque international sur les indications géographiques qui s'est ouvert ce jour à Douala. Junior Ossin et Stéphane Binac. Plusieurs produits agricoles et artisanaux africains de qualité sont exposés à une utilisation abusive et une concurrence déloyale. C'est le cas du poivre de Pendia ou du pagne baolé de la Côte d'Ivoire. Un tissu traditionnel tissé à la main et depuis l'IG ça marche pour nous, mais nous sommes confrontés à des problèmes de falsification. Surtout, on nous dit que ça vient des Chinois. Non seulement le tissu est vendu moins cher, nous voudrons que l'OAPI se saisisse de ces motifs d'État protégés pour poursuivre ces falsificateurs. Le poivre de Penja, ce n'est pas ce que vous achetez au bord de la route. Sur une production actuelle d'environ 600 tonnes, nous pensons qu'au moins 300 tonnes sont exportées vers l'extérieur. En tant que propriété intellectuelle, les indications géographiques participent à améliorer l'image et le prix de ces produits à l'international. L'OAPI, c'est 17 pays et donc notre objectif, c'est que chaque pays ait au moins 2 indications géographiques. La nécessité pour les acteurs à mieux s'organiser, la nécessité pour les pouvoirs étatiques à mieux contrôler la filière pour que les produits sous indication géographique qui arrivent sur le marché ne fassent pas l'objet d'usages frauduleux ou de tromperie des populations qui consomment ces produits. L'arcan du Maroc, la tchéké de la Côte d'Ivoire, le poivre de Penja, le cacao rouge, des exemples de produits déjà enregistrés et dont la promotion intéresse ces acteurs de la propriété intellectuelle réunis à Douala. L'option de la marque pour protéger les indications géographiques contre les pratiques commerciales illégales et malhonnêtes est l'un des axes de réflexion du colloque international sur le développement des indications géographiques en Afrique. Les travaux qui ont débuté ce jour s'achève le 19 avril prochain. Et dans notre page live, intéressons-nous à présent à la lingette. Il s'agit de cette petite serviette ou mouchoir humide vendue en paquet dans les boutiques et même dans les coins de rue de nos villes. À Yaoundé, par exemple, l'accessoire devient progressivement un indispensable au quotidien et les usages qu'on en fait divergent, vous allez le voir, selon les personnes. Reportage Jordan Abomoïla et Jean-Bernard Tanier. Les raies sont hydratées, donc du coup c'est pour éviter d'irriter la peau de mon bébé. Et donc je prends des lingettes humides. Ça me facilite aussi le nettoyage.
C'est l'usage classique de la lingette, certainement connu de tous. Mais aujourd'hui, il en existe une panoplie, pas seulement adaptée aux bébés. Dans leur sac à main, les dames n'hésitent pas à faire une place à l'accessoire, conscientes de son importance au quotidien. Dans l'intimité, quand on va aux toilettes, on préfère utiliser les lingettes. C'est plus humide, c'est soft, c'est plus propre. Là, même si on part dans un endroit où il n'y a pas d'eau, vous voyez, non, on utilise les lingettes. Cette serviette humide est également pratique à l'heure des repas. Pour sa senteur d'abord et son effet mouillé. Tu peux nettoyer les mains, peut-être quand tu veux manger. Oui. Les hommes aussi l'ont finalement adopté, même si, contrairement aux femmes, ils ne l'utilisent généralement que pour une seule chose. Quand on transpire, juste pour s'essuyer, quoi. Généralement au bureau ou bien dans la voiture. Les lingettes sont de plus en plus vendues dans la ville de Yaoundé. Les carrefours et axes routiers où les embouteillages sont fréquents sont les principaux lieux ciblés par les vendeurs ambulants. Bon, il y a les femmes qui paient même souvent beaucoup, ça dépasse les hommes. Quand il y a le soleil, c'est un peu mieux, ils peuvent vendre. Mais quand il n'y a pas le soleil, c'est mauvais alors là-bas. Précisons tout de même qu'il est important avant achat de regarder les caractéristiques de ces lingettes, car toutes ne sont pas forcément adaptées à l'usage qu'on veut en faire. En culture, du 24 au 26 avril prochain, la ville de Douala accueille le festival Afro-Québec pour sa toute première édition, un événement qui se veut le trait d'union entre artistes du Canada et du Cameroun. Ce mercredi, les premiers représentants québécois ont fait leur arrivée. Les détails avec Aimé Catherine Moukouri. Un accueil chaleureux pour une enfant du pays et un fils adoptif du Cameroun. Stéphanie Son et Jeannot Bournival, deux artistes œuvrant au Québec, seront de la partie pour le festival Afro-Québec du 24 au 26 avril prochain dans la ville de Douala. Moi, j'ai toujours rêvé de voir l'Afrique. Mon ami Stéphanie m'a beaucoup parlé du Cameroun. J'avais vraiment hâte de voir cette terre d'accueil. L'idée, c'est de faire un magnifique festival pour rapprocher tous les humains de la terre. Mélanger les cultures à travers l'art pour faire une culture de l'humanité. L'objectif de l'événement est la fusion de styles entre deux cultures, des sonorités variées qui tonneront entre musique, danse, humour et mode, sous la diligence de figures camerounaises des médias tels que Landry Legomo, dit président Chop Chop, et Alain Djampou. Pour Stéphanie Son, c'est un mélange inspirant. La particularité de ce festival, c'est qu'on réunit deux cultures vraiment très différentes. Et je peux prendre un exemple. Au Québec, par exemple, ils font beaucoup plus de la country music. Et ici, on est quand même polyvalent. Côté Cameroun, des figures de l'humour comme Moustique le charismatique, Willy Magloire, aux côtés de musiciens de talent, les légendes Sally John et l'étoile Sandrine Nanga. Du grand spectacle en perspective dans la ville de Douala. Et on parle de la septième journée des playoffs qui s'annonce. Eh bien, une conférence de presse a eu lieu ce matin au stade annexe de Bépanda. Toutes les équipes se disent prêtes pour aller à l'assaut final. Il sera question pour chacune des formations d'enregistrer le meilleur résultat possible pendant que la bataille du maintien semble sceller le sort de certaines formations. On voit cela avec Stéphane Achille-Moret. Dernière ligne droite aux allures de finale pour la bataille du titre édition 2024. Pour cette ultime journée, c'est la grande sérénité au sein de Victoria United à 90 minutes du sacre. Le plan technique, nous sommes très concentrés. Donc, s'il y a quelques ajustements à faire sur le plan administratif, je pense que nous serons au courant. Donc, pour le moment, nous restons concentrés dans notre effectif. Même son de cloche pour les bonnes badjobs de la Dynamo de Douala, déterminés à présenter un meilleur visage en cette fin de compétition. C'est vrai qu'elle n'a pas été facile pour nous, mais on aimerait terminer en beauté pour au moins donner un petit sourire à nos supporters. Loin des problèmes administratifs, la victoire est l'objectif final des représentants du Septentrion. Nous sommes concentrés sur le match en lequel on prépare le match contre le Dynamo comme d'habitude. Oui, dans l'ensemble, par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a eu à produire et depuis le début de la saison,
occuper une place d'honneur, c'est pour nous une pleine satisfaction. Pour la bataille du maintien, 3 équipes sont menacées de relégation. À 4 journées du clap de fin, Avion d'Uncam, Apéjas d'Unfou et Fauveau Club de Baham ferment le bas de tableau, respectivement avec 5 points chacun. À l'étranger, l'élection présidentielle au Tchad est prévue le 6 mai prochain. Et parmi les candidats en lice, l'actuel Premier ministre de transition, Succès Masra. Il vient d'accorder une interview exclusive à nos confrères de France 24. L'économie de cette sortie avec Lille Piedjou et Colin Staillot. Succès Masra est convaincu d'être élu dès le premier tour de la présidentielle au Tchad. Il l'a fait savoir dans un entretien accordé à France 24. RFI. Vous savez, en 2021, le président Déby, paix à son âme, n'a pas osé m'affronter à une élection. Il a introduit même dans la Constitution une clause anti-Masra, c'est comme ça que les Tchadiens l'appellent, de 40 ans. Parce qu'il ne voulait pas que je sois candidat. Parce qu'il savait que je pouvais gagner et que j'avais beaucoup de chances de gagner. Aujourd'hui, je suis en meilleure condition de l'emporter, sans doute dès le premier tour. Et donc, je ne me berce pas d'illusions. Je fais partie de ceux qui organisent pour que ça soit transparent pour tout le monde. La candidature de Succès Masra est considérée par l'opposition comme un moyen de légitimer la victoire à venir de Mahamat Idriss Déby, ce qu'il refute. Je suis là d'abord au nom de la réconciliation nationale. Ce n'est pas un mot, ça. C'est une attitude, ce sont des actes. Ça peut être un accord aussi. Mais je suis là aussi parce que je représente une force politique que je considère même majoritaire dans ce pays. Et donc nous sommes dans une cohabitation qui ne dit pas son nom. Voyez-vous, je suis là au nom d'une constitution de la République dont je suis chef de gouvernement, qui me donne des droits et des devoirs, qui donne des droits et des devoirs aussi au président de transition. C'est une première dans l'histoire de notre pays, peut-être même sur le continent africain, qu'un premier ministre, mais nous sommes en transition, et un président de transition puisse présenter leur projet de société. Nos différences sont connues, nos complémentarités aussi sont connues, et nous allons devant le peuple, parce que Vox Populi, Vox Dei. Vous savez, moi, je connais le prix de la démocratie et je veux contribuer au difficile accouchement de la démocratie. Il m'a fallu 4 ans pour avoir le droit que le Parti des transformateurs puisse exercer. Il m'a fallu 5 ans pour avoir le droit d'organiser des meetings. Et vous avez vu par quoi nous sommes passés. Le droit de marcher, ça s'est fait dans la douleur, même dans le sang, si vous le permettez. Donc, moi, je suis là au nom de la démocratie. Je suis rentré dans l'avion de la transition pour m'assurer qu'il y ait un atterrissage à l'aéroport de la démocratie. S'agissant de la présence de la France sur le continent africain, les choses sont appelées à évoluer. Je voudrais aider la France elle-même à regagner sa dignité. Ça me fait de la peine Elle l'a perdu. Que la France, les forces de défense et de sécurité françaises, aient l'impression d'être devenues des SDF sur le continent africain. On pourrait éviter à la France cette image, où on conseille à un chef des armées français déménager d'ici, aller dans ce pays, c'est sécure. Et puis 2 mois plus tard, ce n'est pas sécure dans ce pays. Au minimum, ça veut dire qu'il a été induit en erreur. Au pire, l'approche n'est pas la bonne. Succès Masra est le chef du Parti des transformateurs et Premier ministre de la transition du Tchad. Il souhaite être à la tête d'un État solide. L'élection présidentielle est prévue le 6 mai prochain. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.